Cosa, agence de communication et e-commerce. By human for human, par les humains pour les humains, et ça l'est d'autant plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, vous voyez, qui pose problème aujourd'hui à l'industrie. Mais nous, nos playlists sont faites par des humains. On a l'équipe d'une dizaine de merchandisers, etc., dont c'est le boulot tous les jours, et donc d'éviter notamment de se retrouver avec des playlists pleines d'intelligence artificielle. On croit en la créativité humaine, on veut la protéger. Bienvenue sur Mediarama, le podcast qui explore les médias sous toutes leurs coutures. Nouvelles tendances, nouveaux formats, nouveaux modèles économiques, l'impact de la tech et de l'intelligence artificielle sur notre écosystème. Mediarama est un podcast produit par Cosa, cabinet de conseil et agence créative, au service notamment des médias. On accompagne nos clients de la stratégie au produit. Conseils, recherche de financement, design, développement, acquisition d'audience, on peut vous aider. Alors, envie de dire bonjour ou besoin d'un conseil, contactez-moi en m'ajoutant notamment sur LinkedIn. Vous cherchez François Desfossés et je vous réponds rapidement. Allez, c'est parti et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Georges Fornet, directeur général délégué de Cobuzz. Georges, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc on va parler aujourd'hui de Cobuzz. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, en 2026, Cobuzz c'est une plateforme de streaming musical créée en 2007. Alors j'ai hésité sur streaming parce que ce n'est pas qu'une plateforme de streaming, mais ça permet quand même de situer un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Pionnière de la haute qualité qui défend depuis près de 20 ans une autre idée du streaming, plus de qualité, plus de curation humaine, une relation différente à la musique et à sa valeur. Et dans un marché qui est, on le sait, dominé par quelques géants mondiaux, Cobuzz a fait le choix d'assumer une trajectoire à part. Donc on va parler avec toi du modèle économique, de technologie, de curation, d'intelligence artificielle et de ce que pourrait devenir le streaming musical dans les années qui viennent. Est-ce que ça te va comme introduction, Georges ? Ça me paraît pas mal. J'ai pas trop dit de bêtises là pour le moment. Non, ça va. Bon, écoute, on va démarrer peut-être en regardant un petit peu, en prenant un petit peu de hauteur. Quand tu regardes le marché du streaming aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment que certaines intuitions fondatrices de Cobuzz, donc je rappelle en 2007, ont fini par s'imposer, ou est-ce que vous restez fondamentalement à part ? Déjà, l'intuition à l'époque était bonne. C'était maintenant on peut regarder rétrospectivement. C'était les débuts d'une nouvelle impulsion sur le marché de la musique. Donc Cobuzz était pionnier, tout comme l'ont été Spotify et Deezer. Ouais, clairement. Et pour le coup, vous avez jamais cherché à être un deuxième Spotify. Hein. C'est vraiment, c'était une alternative avec un modèle à part entière. C'est toujours assumé. Alors oui, bon, moi je connais assez peu les premières années. Il faut savoir que Cobuzz a connu des difficultés en 2015. Elle a été reprise à la barre du tribunal par l'actionnaire actuel, Denis Thébault, qui est quelqu'un qui vient du jeu vidéo comme moi. Ouais, la distribution. Oui, tu es Monsieur PlayStation pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Voilà, j'ai le plaisir de... Enfin, Monsieur PlayStation. Non, pardon. Alors France, tu dirigeais Sony Computer Entertainment en France et tu avais été appelé pour lancer la PlayStation. Alors moi qui suis un gros gamer et sur PlayStation en l'occurrence, ça m'a fait plaisir. Je suis allé voir pas mal d'articles qui retracent un petit peu le lancement de la PlayStation. Ça n'a aucun rapport avec l'épisode. Il y a un petit rapport quand même. Ouais. Parce que c'est une phase de démarrage de la PlayStation en 94 au Japon, c'était démarré de rien du tout pour Sony. Donc c'était une aventure en partant pas du tout de zéro. Et Cobuzz, c'est un peu la même chose. On a fait un reset en 2015, on est reparti de zéro. La boîte était au tapis. Oui, c'est redressement judiciaire. Vous avez racheté la marque dans un état technique épouvantable, etc. Donc c'était vraiment une renaissance. Une renaissance. Donc il y a eu deux vies chez Cobuzz. Il y a eu la phase de lancement par les deux premiers fondateurs, Yves Rizel et Alexandre Letellier. Malheureusement, ça s'est moyennement terminé et nous, on a repris la main toujours dans une approche différenciante. C'est-à-dire, si aujourd'hui on voulait faire ce que font nos concurrents, on pourrait pas survivre. C'est pour ça qu'on est une plateforme de streaming et de téléchargement. On peut acheter la musique définitivement chez nous dans la meilleure qualité possible. C'est ce qu'on appelle la haute résolution, la high res. C'est-à-dire la qualité d'enregistrement des studios d'artistes professionnels. On en parlera justement ça tout à l'heure. Voilà. Et en parallèle, nous sommes un média.
Oui. Vous avez plus de 700 000 articles aujourd'hui sur la musique, les artistes, les albums. Donc, vous voyez, c'est une expérience vraiment à 360 sur la musique qui est unique. Personne ne fait ce que nous faisons. Et tu penses que dans le marché actuel, il y a aujourd'hui suffisamment de maturité pour que ces modèles puissent coexister durablement? Il n'y a plus une course un peu à winner takes it all? Bah là encore, c'est un peu le parallèle avec le jeu vidéo il y a 35 ans, c'est que ce sont des marchés qui sont en phase de naissance-croissance, early stage. Il n'y a jamais qu'un peu plus de 800 millions de personnes dans le monde qui payent pour streamer de la musique. C'est un beau gâteau. Alors on va dire 800 millions, oulala, c'est énorme, mais c'est moins de 10% de la population mondiale. Ouais. Après. Et on est sur un marché extrêmement sain. Qui est en croissance à la fois en volume et en valeur. C'est-à-dire que, vous voyez, on parle des jeux vidéo, il y a 3,5 milliards de gens qui jouent aux jeux vidéo. On voit bien que la musique, c'est au cœur de la vie des gens. Ça doit se comporter, enfin, en termes de cible, c'est doit comparable. Être plus gros quelque part que le jeu vidéo. Techniquement même, c'est ouais, enfin, maintenant, les jeux vidéo touchent à peu près tout le monde. Mais enfin, nous, on touche des gens jusqu'à au-dessus de 70 ans. Je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs au-dessus de 70. Mais effectivement, donc, 800 millions, 3 milliards et demi, on a du mou sur les volumes. Ouais. Et c'est un marché où, un marché sain en termes de valeur puisque les prix montent. Oui. Et donc on n'est pas dans éventuellement une guerre de prix. Vous savez, quand les marchés sont stabilisés, matures, il y a une bagarre sur les prix pour gagner ou ne serait-ce que maintenir ses parts de marché. C'est pas du tout ça. Là, c'est l'inverse. Il y a encore voilà. Donc le marché est extrêmement sain. On est sûr qu'il sera en croissance. Peut-être un peu moins de 2 chiffres. Je parle du streaming qui nous concerne et plutôt même du streaming payant, oui. Donc par abonnement, mais qui tire le marché aujourd'hui. Donc le marché est extrêmement sain. Après, il faut avoir une stratégie de différenciation pour ce qui nous concerne, parce que si vous voulez faire comme Spotify ou les autres, vous êtes mort. Ils ont des budgets. Si vous voulez dépenser 1,5 milliard en marketing, nous, oui, on en termes quelques millions, etc. Vous n'avez plus les moyens. Oui, donc, de budget, notre stratégie, c'est d'être différent, mais différent, pas simplement pour être différent, c'est différent par la qualité ultime sur le son. Ouais. Et puis être un média, apporter autre chose que simplement d'écouter, streamer ou acheter de la musique. Exactement. Et donc ça, tu l'as dit tout à l'heure, vous avez toujours mis en avant aussi une curation humaine forte. Je marquais presque éditorial, mais en fait c'est pas presque, c'est éditorial. Est-ce que c'était un choix structurant dès le départ donc on voit aujourd'hui, voilà, c'est un élément différenciant très fort, mais est-ce que ça a été ça dès le départ, ce côté humain? Je pense que ça l'était. En tout cas, depuis que nous sommes aux manettes, ça l'est. Donc c'est by human for human, par les humains pour les humains. Et ça l'est d'autant plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, vous voyez, qui pose problème aujourd'hui à l'industrie. Mais nous, c'est au cœur de notre stratégie. D'accord. Et on parlera évidemment un peu d'IA. On peut pas parler de musique et de streaming aujourd'hui sans parler d'IA. Donc tout à l'heure, j'aurai quelques questions pour toi là-dessus. Je reviens sur ce côté curation. On voit, dans des catalogues énormes, on parle de plus de 100 millions de titres sur Qobuz, un peu plus maintenant, 120 millions. Bon, évidemment, tu te dis que les algorithmes font ça très bien, et un des succès de Netflix, alors peut-être pour le grand public, c'est la qualité des algorithmes, la capacité à aller faire de la découverte, etc. Est-ce que sur 120 millions, une curation humaine, ça a du sens? Nous, on pense que ça en a une. Et en tout cas, nos playlists sont faites par des humains. On a une équipe d'une dizaine de merchandisers, etc., dont c'est le boulot tous les jours. Et donc d'éviter notamment de se retrouver avec des playlists pleines d'intelligence artificielle. On croit en la créativité humaine, on veut la protéger. Et l'humain reste encore... Alors l'intelligence artificielle va vous aider à chercher la musique. C'est-à-dire trier dans 100 ou 120 millions de titres pour aller chercher les titres que vous aimez. Oui, effectivement, on a besoin de technologie. C'est pas un humain qui va pouvoir le faire pour vous. Donc là, c'est sûr qu'on analyse vos écoutes, etc. On essaie de vous proposer des choses qui correspondent à ce que vous attendez. Mais le traitement de la musique, des playlists, parce qu'aujourd'hui, la playlist, c'est un peu ce qui remplace l'album dans le physique, dans le passé. Tout ça est fait par des humains. Et on sonde nos clients en permanence, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent de l'humain. Le client Qobuz veut de l'humain. Ouais. Bon, de toute façon, je sens que tout le monde, en fait, au final, veut ça. C'est juste, effectivement, l'efficacité. Tout le monde veut ça, oui et non. Parce que derrière tout ça, il y a des logiques économiques. Si vous voulez, les playlists, il faut voir que chez certains acteurs, la playlist, elle est soumise à des facteurs économiques. C'est-à-dire que si un label veut mettre un titre pour le pousser,
eh ben évidemment, il va payer un acteur un peu plus pour mettre en avant un titre qui n'a pas forcément un intérêt pour le consommateur final. Ouais. Ça, chez nous, ça n'arrive pas. Il n'y a pas de playlists qui sont faites en fonction des attentes des maisons de disques. Ça, il faudrait, tu vois, un peu faudrait qu'il y ait un petit, ça n'a pas trop de rapport, mais comme dans les résultats Google, quand c'est sponsorisé, il faudrait qu'il y ait dans une playlist le fait qu'un morceau soit sponsorisé. Tu vois ce que je veux dire? Si le label a payé pour qu'il soit dans une playlist, c'est leur boulot, mais ils le font pas. Ouais, non, ils le font pas. C'est moyen, si vous voulez. Bien sûr. C'est quelque moyen. part, tu trahis quelque part. C'est pas ta playlist devait répondre à certains critères objectifs. Si en fait t'as glissé artificiellement un morceau dedans, il y a une tromperie. C'est la même chose, exactement. Il y a une tromperie. C'est un manque de transparence. Un manque de transparence déjà, on va dire. Ouais. Première étape. Exactement. Est-ce que la recommandation musicale est devenue trop orienté sur l'optimisation du temps d'écoute au détriment de la curiosité? Tu vois, il y a souvent comme par exemple sur les réseaux sociaux, le doom scrolling ou les dark patterns, etc. Se dire, bah voilà, si on a une playlist et plus la personne passe de temps, bah plus elle est captive, etc. Est-ce que vous sentez ça se retrouve sur les cibles plus jeunes qui écoutent en boucle. Ouais. Les mêmes titres. Chez nous, les gens, alors, le consommateur, l'abonné Qobuz est plus âgé. Même s'il vient de se rajeunir récemment, on en parlera peut-être. Oui, mais il a plus de 40 ans, notre client, 35 ans. Il est urbain, avec un plus fort pouvoir d'achat, et on a 4 cibles, si vous voulez. L'audiophile, c'est la personne qui est très sensible à la qualité du son, donc qui a un appareillage, des appareils hi-fi de haute qualité. On a le mélomane, c'est-à-dire c'est la personne qui aime la musique, qui joue de la musique, qui est dans l'industrie de la musique, qui a une sensibilité supérieure à la moyenne à la musique. On a le collectionneur, le collector, c'est-à-dire celui qui achète la musique. C'est pour ça qu'on fait encore du téléchargement haut de gamme. C'est le pendant de celui qui collectionne les vinyles. Eh ben, on trouve des gens, alors c'est sûr que c'est des gens qui sont un peu plus âgés que la moyenne, mais qui veulent posséder toute la collection des albums des Beatles, etc. Et puis on a les conscious, c'est-à-dire les gens conscious qui sont sensibles aux valeurs. Donc la rémunération des artistes, comment on rémunère les artistes, même si on les rémunère pas directement, ça passe via les labels. Et puis toutes les valeurs, ce qu'on appelle l'ESG, environnement, social, gouvernance. Ouais. Et mis bout à bout, ces 4 cibles-là, ça fait du monde? Bah, ça fait un Parce que ça fait très niche quand même. Enfin, je veux dire, les audiophiles qui ont du matériel, ceux qui sont dans l'industrie, les collectionneurs et donc ceux qui ont une conscience et qui viennent pour les valeurs qu'on pourra rappeler. Alors, les valeurs sur les cibles les plus jeunes, c'est un élément extrêmement important, prioritaire. Ça domine de loin toutes les autres catégories. Alors, c'est une niche mondiale. C'est une niche mondiale. On l'a dit encore une fois, le gâteau est très gros. Donc, si on était simplement sur le marché français, oui, ça serait compliqué. Mais nous sommes mondiaux, nous sommes présents dans 26 pays. On est aux US, en Europe, en Amérique latine, maintenant en Asie, depuis qu'on a lancé le Japon. Le Japon. Voilà, et ça va continuer. Donc, c'est une niche, mais la cible potentielle est suffisante pour faire vivre une belle petite société. On ne cherche pas à être la plus grosse société du monde et écraser tout le monde. C'est pas du tout nos valeurs et notre philosophie. On veut être une belle petite boîte. Évidemment profitable pour vivre rentable, mais on veut pas avoir des fonds d'investissement qui nous poussent à investir massivement dans une hypercroissance pour satisfaire un actionnaire à terme à plus de 15% de rendement, etc. Vous ne seriez pas malheureux non plus si vous étiez en hypercroissance. Non, mais on est en hypercroissance. Ok. Sans ça, avec une autre philosophie, le tout c'est de séduire notre cible et de lui faire comprendre qui on est et d'avoir suffisamment de traction. C'est pas simple parce qu'on a des budgets marketing très limités, mais on a une gestion frugale, si vous voulez. On n'est pas dans bon père de famille. Voilà, il peut exister des sociétés qui sont bien gérées avec une philosophie particulière et on peut gagner sa vie sans chercher des taux de rémunération. Enfin, et puis tous les employés sont associés au succès. Chez nous, par exemple, en termes de valeur, tous les employés sont actionnaires. Tous ceux qui rentrent, même au bout d'un an, faut un an d'ancienneté, etc. Ouais, normal. Et à tous les niveaux, du plus bas niveau jusqu'au plus haut. C'est pas simplement le management qui s'en met plein les poches en expliquant que c'est parce qu'on a un grand leader absolu qui va tirer la mécanique. Non, tout le monde contribue au succès et on gagne ensemble, on perd ensemble. Si ça se passe mal, les actions elles valent plus rien, on a tous perdu. Si on gagne, tout le monde aura ce à quoi il a droit en juste rémunération de son travail. C'est pas mal quand même. On va reparler justement un peu du modèle économique et de la valeur un peu de ce que vous vendez, distribuez, la musique. Donc on l'a dit, vous avez fait le choix d'un modèle sans gratuité, sans publicité. Est-ce que c'est
quand même un frein à la croissance. Alors j'allais dire filtre assumé, mais bon, tu l'assumes totalement, hein, tu viens un peu de le rappeler, mais on voit quand même, tu vois, par exemple, que des Netflix ont sorti des offres avec alors pas de gratuité, mais un prix plus bas et de la publicité. On sent qu'en fait le public, et ça a l'air de fonctionner, en tout cas dans les chiffres qu'ils communiquent, ça a l'air de fonctionner. Pour toi, non, c'est pas un frein à la croissance. C'est une manière de croître, mais dans notre domaine, il y a des sujets clés comme la rémunération artiste. Et celui qui bénéficie de tout ça, c'est Spotify. Il faut voir que chez Spotify, il y a quasiment, je crois maintenant, 450 millions de soi-disant, ce sont des utilisateurs qui ne payent pas la musique. Donc ces gens-là ramènent qui ont moins de la publicité, qui ramènent des revenus publicitaires. Oui, mais qui sont très marginaux. Ça rapporte moins de 5 euros à l'année par utilisateur. Chez nous, notre revenu moyen, c'est 150. D'accord ? Et derrière, quand vous ramenez 5 euros, il faut rémunérer les artistes. Donc, c'est les 450 millions de personnes qui payent pas grand-chose, voire quasiment rien. Ça ramène rien à la filière. Évidemment, ça bénéficie au leader. Ce schéma bénéficie à celui qui le met en place et qui, au bout de 20 ans, ça a pris du temps, mais maintenant a pris le leadership et essaye d'écraser tout le monde. Mais au détriment de la filière. D'ailleurs, je pense que c'était une erreur stratégique de l'industrie de la musique de laisser faire des choses comme ça. On pourrait faire le parallèle avec la presse, qui a été gratuite, les médias sur Internet les premières années, parce que c'est un modèle publicitaire et qui s'en est mordu les doigts et qui a ramé pour faire machine arrière et rappeler la valeur des contenus. La pub ne finance pas du tout. Non, bien sûr. Ce que je dis, c'est que... Par contre, c'est ce qu'ils appellent le flow. Ça attire les gens et ils essayent de les convertir une fois qu'ils sont dans le pipeline. Mais pour la filière, en termes de rémunération d'artistes, c'est une catastrophe absolue. Ouais. Oui. Alors évidemment, ça a quand même sauvé un peu l'industrie après la crise du CD, etc. Enfin, il y a un moment donné. Ouais, mais c'est pas le modèle publicitaire qui l'a sauvé. C'est la techno. Tu dirais que c'est quoi ? C'est la techno qui a permis. Vous êtes retrouvé du jour au lendemain avec. Alors à l'époque, il y avait pas 100 millions de titres, mais des millions de titres pour moins de 10 euros par mois. Ouais. Donc c'était quand même une innovation majeure. Si vous deviez acheter, j'exagère évidemment, 100 millions de chansons aujourd'hui, ça coûterait un peu d'argent dans le mode physique. Donc vous avez d'un seul coup eu sous les yeux une offre pléthorique pour un prix hyper raisonnable. C'est ça qui a fait le break. C'est pas le financement par la pub. D'ailleurs, il y a d'autres acteurs majeurs qui se financent autrement que, prenez Apple, ils se financent pas avec la pub. Bien sûr. Les autres progressent aussi, alors avec une autre stratégie. Mais le financement par la pub, pour moi, est plus une plaie, sauf pour le leader. Oui, mais qui est dans une autre logique aussi. C'est pas même recherche de rentabilité, et puis se dire, dans un modèle classique anglo-saxon de maximisation du profit pour les actionnaires, puisqu'il y a des fonds d'investissement, etc. Voilà. C'est plus une boîte suédoise. Non, elle n'est pas suédoise, mais comme plein de sociétés internationales. Non, bien sûr, c'est une boîte internationale. C'est la vie, exactement. Sur la rémunération des artistes, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment vous rémunérez les artistes et peut-être les différences par rapport à d'autres acteurs ? Est-ce que ça change dans l'écosystème ? Tous les acteurs, tout que nous sommes, nous ne rémunérons pas les artistes en direct. Personne ne les rémunère en direct. Les artistes ont des contrats avec des maisons de disques. Les labels. Et dans les maisons de disques, les labels, en fonction des thèmes, etc. Nous, on crée le pot. C'est-à-dire, on vient chercher l'argent en amont auprès des consommateurs qui acceptent de payer, qui sont contents du service. Et après, on reverse. Aujourd'hui, quand vous additionnez les maisons de disques plus les sociétés de collection de droits, la SACEM et les équivalents dans le monde, en gros, c'est autour de 70% qui leur sont reversés. Et avec ce pot, eux rémunèrent les artistes ou les ayants droit. Nous, on ne fait que créer le pot. Et pour créer le pot aujourd'hui, il faut un prix moyen, un revenu moyen par abonné. Et même ce qu'on calcule, c'est le revenu moyen par stream, puisqu'on rémunère au stream. On rémunère les labels, etc. au stream. D'accord ? Donc on est le seul acteur au monde à avoir fait ça. On a fait le calcul et on l'a fait valider par un cabinet du Big Four. Vous savez, les cabinets Je peux pas vous nommer le nom parce qu'ils veulent pas qu'on les nomme, mais c'est un des Big Four. Voilà, d'accord, un des Big Four. Donc, totale crédibilité. Donc, aujourd'hui, on rémunère, nous, à un peu plus de 18 euros pour 1000 streams. Alors, vous allez me dire, c'est toujours insuffisant. Si ce n'est que c'est 4 à 5 fois ce que rémunèrent les autres. Puisque vous avez un acteur américain, une société qui avait évalué la rémunération des autres acteurs, il s'appelle Duetti, et donc l'état des lieux, c'est ça, c'est que nous sommes et de loin la société qui rémunère le plus, c'est ça, parce qu'on n'a pas de financement par la pub.
On ramène pas moins de 5 € par abonné. Oui, vous voyez, chaque stream, voilà. il y a un Alors après, abonné vous allez derrière. me dire, oui, mais est-ce que tous les clients streament de la même façon? Les jeunes streament plus, quand je vous ai dit qu'ils étaient en boucle. Ils binge. D'accord, il y a un certain écart, mais c'est pas 5 fois plus, c'est quelques pourcents de plus. Vous voyez. D'accord. Ok, et vous, en fait, c'est une clé de répartition, je sais pas à quel point vous êtes transparent là-dessus, c'est que il y a sur le montant d'un abonnement mensuel, il y a X% qui sont fixes, qui sont reversés aux artistes à diviser par le nombre de streams. Vous gardez toujours la même marge? On a tous le même modèle. Hein, on rémunère, on verse l'argent aux maisons de disques. Et à leur label, et aux sociétés de collection de droits. Ce sont eux qui rémunèrent les artistes en fonction des contrats individuels qu'ils ont avec ces artistes. Okay. C'est eux. Si l'artiste a négocié un très bon contrat, il aura en proportion une très bonne rémunération. S'il a un mauvais contrat, avec et là-dessus, c'est pas nous qui... Mais vous gagnez la même chose sur chacun des abonnés, quel que soit son volume d'écoute? Ah oui. D'accord, vous gardez une part fixe de son abonnement et vous reversez. Si vous voulez, s'il stream, je sais pas, 24, ça nous fait des coûts. Ouais. Ça nous fait des coûts. Mais les revenus. Vous perdez de l'argent sur certains abonnés? Non, on essaye de pas en perdre, mais on fait en sorte qu'on ait cette rémunération autour de 30% pour vivre. Quoi. Ouais, voilà. Bien sûr. Oui, évidemment, si quelqu'un... Mais on a des... Bon, je vais pas rentrer dans les détails. On a des minimums garantis à verser aux maisons de disques. C'est-à-dire, si jamais le marché se retourne, si les écoutes baissent, etc., on sera perdant et les maisons de disques auront leur minimum garanti. Leur minimum, quoi qu'il arrive. Ils ne prennent pas de risque à minima. Ouais. Voyez. Mais nous, on a full risque. Nous, si jamais ça va mal, ça nous plombera nos résultats. Oui, bon, a priori, les gens... Aujourd'hui, comme je vous ai dit, le marché est en croissance, etc. Il n'y a pas trop de soucis. Il faut encore qu'il faille se méfier. Mais normalement, ça va à peu près. En tout cas, compte tenu de l'état du marché, ne serait-ce qu'aujourd'hui et pour les 4-5 prochaines années. Tu ne l'as pas dit, je pose la question. Est-ce que vous communiquez sur le nombre d'abonnés que vous avez ? On communique pas, et pourquoi? Parce qu'on dit, mais pourquoi vous n'êtes pas transparent? Mais nous, on n'est pas coté en bourse, on n'a pas besoin de faire connaître nos chiffres à nos concurrents. Maintenant, je vous dis les choses sombres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la société donc revient de très loin. Oui, en 2015 à la casse. Elle est restée moribonde encore jusqu'au début des années 2020, enfin 2018, 2019, lancement des États-Unis. Ça, il y a déjà eu une impulsion. Et après, on a ouvert derrière. Donc, c'était notre 12e pays. On en a 26. Donc là, on est en pleine croissance. La société n'a plus besoin de se refinancer. Elle est en cash positif, c'est-à-dire qu'elle peut vivre avec la... Vous êtes rentable? On n'est pas rentable. On est en cash positif. Pourquoi? Parce que nos contrats annuels, on a une bonne proportion de nos contrats qui sont annuels, donc les gens payent d'avance et on a un an pour délivrer la performance. D'accord. Ok. Donc ça nous donne du cash, c'est essentiel pour faire vivre la société. On est au niveau de l'équilibre opérationnel, ce qu'on appelle l'EBITDA. Ouais. C'est le résultat opérationnel à peu près. Là, on est à l'équilibre, mais on perd encore de l'argent. On devrait être positif l'année prochaine. Ok. Donc la pérennité de la société est en très bonne voie. Vous êtes une belle... Ce qui était quand même le beau challenge, c'est pas évident. Quand on est en face de Apple, Amazon, Spotify. Non, mais c'est juste dingue, oui, effectivement. Et que repartir quasiment de zéro, il y a... d'ailleurs, moi, quand je suis arrivé en 2019, je me rappelle d'un article qui a suivi de Challenge qui nous avait démoli en disant, d'abord, ils ont tout raté, et puis ils sont morts, quoi, en gros. Donc, ça, c'est un peu l'esprit français, ça. Ouais. Là-bas, le risque, faire une belle histoire. Ouais, exactement. On est vivant. On est bien vivant. Bien vivant. On est en bonne croissance et on va plutôt compter en millions qu'en dizaines ou centaines de milliers d'abonnés maintenant. Écoute, en tout cas avec un positionnement original et justement sur ce positionnement, tu l'as dit, mais je voulais qu'on revienne dessus. Vous êtes un des seuls acteurs à avoir conservé du téléchargement à la demande. Alors, on a l'impression, je sais pas, le grand public en tout cas, que justement c'est le modèle un peu du passé. Elle est sur iTunes, on pouvait acheter des morceaux, etc. Encore. Oui, mais on a l'impression que les gens ont complètement switché sur le fait de plus posséder. Alors on peut le regretter, de se dire si du jour au lendemain les conditions changent, on n'a rien, on a payé, on n'a rien, mais qu'il n'y a plus vraiment d'usage tellement le streaming c'est simple. Or tu le revendiques et tu vas me dire que
Oui, non, mais clair qu'aujourd'hui, c'est le streaming qui tire le marché. Hein. Ça faisait 15 milliards sur 20 milliards l'an dernier. Cette année, on va encore croître. Là, les chiffres vont sortir au mois de mars, je pense un peu moins de 10%. Il n'y a pas photo. Le download, le téléchargement, ça va être un peu moins de 500 millions de dollars. Ouais. C'est un marché qui décroît de 10 à 15% par an. Donc, c'est sûr que dans le téléchargement, maintenant, c'est une hyper niche, puisqu'on est sur des niches. Mais il se trouve que dans un marché qui baisse de 10 à 15% par an, nous, on croît. En ce moment, on croît de 20 à 30% sur ce marché. Sur ce marché du téléchargement. Sur cette cible dont je vous ai parlé. Oui, les collectionneurs un peu. Ouais, les collectionneurs, les collectors, ceux qui collectent du vinyle. On a une population de gens qui veulent collectionner, car j'ai 20 albums des Beatles, je veux le 21e, etc., dans la meilleure qualité. Ouais. C'est ça qui fait la différence. C'est ce qu'on avait, enfin, à cette période du téléchargement illégal, hein, pardon, et je m'y suis adonné, mais peut-être toi aussi, enfin, j'en sais rien, mais on aimait bien, effectivement, avoir, avec toutes les belles pochettes, bien rangées, etc. C'est vrai qu'il y a un côté un peu, que tu l'as dit, en fait. Oui, nous, on donne les pochettes, et puis on même ce qu'on appelle les livrets. Il y avait des livrets. Ça, on a alors, on se bat avec les maisons de disques, parce que, évidemment, c'est du travail, il faut numériser tout ça, c'est pas très rentable, c'est une cible qui baisse, ils s'en fichent un peu maintenant. L'industrie de la musique s'en fout. Mais nous, on fait ce travail de fond qualitatif parce qu'on a encore une cible qui est une cible d'hyper niche, mais qui est intéressée par ça. Parce qu'on est pragmatique et on répond à l'attente des clients, toujours dans une démarche d'hyper qualité. Et puis, ce côté média, dont je vous dis, chez nous, vous voulez streamer un artiste, vous avez son histoire, vous écoutez tel album, vous allez recevoir les critiques de l'album, on va vous replacer le contexte, et puis telle chanson, on va vous expliquer pourquoi il l'a écrite, ou etc., etc. Vous voyez, c'est un travail en profondeur d'enrichissement, et c'est pas simplement consommer de la musique au kilomètre, d'entendre en boucle du rap ou du hip-hop. C'est pas notre clientèle. C'est pas votre clientèle. Il y a un peu de cette espèce de fatigue du streaming infini. On est sur quelque chose d'un peu plus... C'est vrai que le classique et le jazz sont deux catégories qui pèsent plus de 15% des streams, quand le marché, pour le classique, c'est 1 à 2% et le jazz 2 à 3%. Ouais. Mais il n'empêche qu'on est quand même sur le pop rock, qui est notre principale catégorie quand même. Et nous, on est plutôt sur le pop rock classique, c'est-à-dire les anciens artistes. 60, 70, 80. Beatles, Rolling Stone, Fleetwood Mac. Chez nous, chaque année, Fleetwood Mac carton. Le back catalogue est très important. Ouais. De toute façon, on voit même sur les Beatles, je suis un grand fan des Beatles, mais il y a régulièrement des nouvelles éditions, etc. Il y a vraiment une communauté derrière de fans, et quand ils ressortent dans des meilleures qualités audio, etc., remasterisés. Oui, puis on s'aperçoit que les jeunes maintenant aiment bien aussi revenir sur ces musiques. Ouais, ça c'est intéressant de voir un peu ce shift, parce que on pourrait penser de l'extérieur que justement Qobuz s'adresse à des personnes, des personnes âgées, pas du tout, des personnes plus âgées, avec un peu plus de pouvoir d'achat, très collectionneurs, mais tu avais l'air de dire quand même que les jeunes, au niveau des valeurs et ils sont sensibles un peu à ce modèle. Récemment, là, depuis quelques temps, on attire de plus en plus de jeunes. Faut quand même, je dis, on est au-dessus de 40 ans, mais 43% de notre clientèle a moins de 39 ans. Ouais. Bon. Donc on a c'est quand pas même des jeunes, ouais, bien sûr. Sauf si à 39 ans, on se considère déjà non, c'est hyper jeune. Évidemment. Donc ça c'est effectivement plutôt intéressant. Et tu saurais dire, toi, dans combien ça représente dans les usages, le téléchargement versus le streaming chez vous? Téléchargement, alors ça a bien baissé en proportion parce que le streaming est en plein boom, mais le téléchargement aujourd'hui, c'est un peu plus de 15%. D'accord, donc ça reste quand même quelque chose de... Ça reste quelque chose d'intéressant pour nous, et en croissance. Et en croissance, oui, donc aucune raison de se dire on va... Le jour où le marché nous dira on veut plus de vous, c'est-à-dire que les ventes commencent à baisser, etc. Vous poserez la question on a naturellement. Il n'y a pas de problème, bien sûr. On s'ajuste. Mais on répond aux attentes de nos clients, et d'ailleurs on a des offres, on a une offre qui permet à la fois d'un abonnement, qui permet d'avoir du streaming et d'avoir du téléchargement avec une réduction de 30% minimum permanente. D'accord. On a un abonnement. D'accord. Voilà. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on a des gens qui streament et qui téléchargent. J'ai pas posé la question, mais juste pour être sûr, quand on télécharge, on est propriétaire. Propriétaire définitif de la musique. Il n'y a pas de DRM, quoi que ce soit. Non, rien. Alors, il faut télécharger sa musique, faut pas la laisser online. Faut bien la télécharger et il y a aucun problème. Mais on l'a avec un lecteur audio à vie. Après, il faut bien stocker, parce que si vous changez de PC, changez de téléphone, etc., attention, quoi. Bien sûr. En fait, on revient au système avant où sont des fichiers, donc il faut qu'ils soient sauvegardés, il faut pas les perdre, il faut les mettre dans le cloud, etc., vous pouvez stocker des quantités astronomiques. Exactement.
Il n'y a plus vraiment de limite. On va parler d'intelligence artificielle, puisque c'est évidemment un des sujets chauds ces dernières années dans la musique. Pas que dans la musique, évidemment, hein, dans tous les sujets. Avant que tu arrives là dans le studio, je regardais une vidéo faite à la Hollywood d'une séquence qui dure bien plus de 30 secondes, qui est hallucinante. Bref, c'est pas le sujet, mais l'IA générative est arrivé aussi pleine balle dans la musique, avec des morceaux produits artificiellement et uploadés sur les plateformes. Je m'étais entretenu avec Deezer sur Mediarama. On parlait de 30% des morceaux uploadés sur Deezer étaient faits, générés par des IA. Alors, évidemment, il les repère, il les publie pas tous. Mais comment est-ce que vous vous situez là-dessus? J'ai vu que notamment, il y a quelques jours, vous avez publié une charte là-dessus. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un petit peu où vous en êtes comment vous positionnez par rapport à la musique artificielle, on va dire? Ouais, ça, c'est un peu ce que je racontais. Nous, on veut de l'humain partout. Donc, on veut pas de musique artificielle et nos clients n'en veulent pas. Aussi bonne soit-elle. Aussi bonne soit-elle. Aujourd'hui, ils n'en veulent pas. Donc, nous, on fait tout pour ne pas mettre en ligne de musique art. Donc, la curation humaine, enfin, ce dont on parlait au début, etc., est partout. Et on est en train de mettre au point un système d'identification qui devrait être disponible dans quelques mois. Ouais. Qui nous permettra d'identifier formellement toute musique créée par l'IA. Après, il y aura, si vous voulez, d'où viennent ces musiques. Ce qu'on appelle les majors, Sony, Universal, Warner, font le tri. Déjà, oui, tout ce qui arrive de chez eux, a priori. Après, vous avez ce qu'on appelle les agrégateurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui agrègent des petits labels, etc., qui se font distribuer par ces agrégateurs. Et là, c'est sûr que c'est un peu plus nébulé. Il n'y a pas trop de tri en amont. Donc, c'est via ce canal qu'on reçoit pas mal de choses qu'il faut trier, éliminer. Mais on est dessus et l'industrie est dessus. Je pense que globalement, on trouvera une solution globale. Ouais. Il faut une solution globale. Deezer avait une techno qu'il voulait licencier à un moment donné, qui disait être fiable à 99,9%. Est-ce que vous leur parlez? On se parle toujours entre acteurs, mais nous, comme je viens de vous le dire, on développe notre propre solution. D'accord. Parce qu'on a des équipes de très haut niveau qui sont capables aussi de traiter un tel sujet. Maintenant, c'est arrivé tellement soudainement et tellement massivement que ça se fait pas en claquement de doigts. Vous savez, on est une usine digitale, hein. Distribuer de la musique, ne serait-ce que dans 26 pays. Là, on est en Australie, en ce moment au Japon, à Brasilia, je sais pas, ou à Pittsburgh. Là, en quelques millisecondes, vous cliquez, vous avez la musique. Ça se fait pas simplement. Hein. On est une soixantaine d'ingénieurs. C'est pointu. Il faut le rappeler effectivement. C'est une vraie boîte digitale. En termes de d'infrastructure, technique, de maîtrise Et puis traiter, vous allez chercher dans plus de 100 millions de chansons. Donc vous voyez un peu ce qu'il y a derrière en termes de techno pour aller chercher tout de suite la chanson et la mettre sous le nez du client final. C'est bien quand même de le rappeler, que c'est pas juste non, ça se fait pas sas que vous prenez comme ça. Si vous voulez rentrer sur le marché, il y a un peu de travail en amont, quoi. Ouais. Et alors, juste question, je reviens totalement en arrière. Quand vous reprenez en 2015, il y a la techno est bien, tout est redéveloppé régulièrement. Je sais pas à quel point vous vivez sur un cœur. Non, tout était par terre parce que la société était en souffrance, elle n'avait plus les moyens. Donc, pour être honnête, il y avait des problèmes. D'ailleurs, vous lanciez votre musique, ça fonctionnait pas, des fois pendant 2-3 heures. Le catalogue, il y avait des trous immenses, donc vous pouviez pas trouver ce que vous vouliez. Non, et la société, malheureusement, était au tapis. Et d'ailleurs, il a fallu 3 ans, un peu plus, pour la remettre d'équerre, à peu près, sur le plan technique. Pour d'abord négocier avec les labels, parce que il y avait des impayés. Donc, vous revenez en disant, on va relancer la... Puis vous n'avez pas repris la dette, j'imagine. C'était que les actifs. Coucou, on est toujours Cobuzz, mais c'est plus vraiment nous. Voilà, il y avait tout ça en arrière-plan. Donc, vous revenez, non, mais maintenant, ça va bien se passer. Puis, qui vous êtes? Et en face de vous, vous avez vu ce qu'il y a là comme acteur? Et vous pensez que vous, petits Français, dans un bocal avec quelques dizaines de personnes, vous allez faire face? Donc c'est long. Et la technique, comme je vous le disais, il faut des ingénieurs pointus, il en faut suffisamment pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc on a remis des moyens, on a été patient progressivement pour se remettre d'équerre. Et puis, comme je vous l'ai dit, gestion frugale, c'est-à-dire on fait en fonction de nos moyens.
étape par étape. Et puis voilà, on l'a remis sur les rails. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça va plutôt pas trop mal. Ouais. Et donc, ces personnes qui sont là sont plutôt pointues. Et sur l'IA, vous pensez pouvoir être autonome et développer vous-même les outils de détection, etc. Alors, ce qui est peut-être pas forcément si compliqué que ça. Hein, on fera pas tout, mais d'abord, on a nos équipes internes, on a des partenaires. Et comme je vous dis, avec nos moyens. Mais bon, l'industrie aussi a besoin de répondre. C'est pas simplement Cobuzz qui est concerné, je pense que c'est l'industrie. Deezer a sa solution d'identification, on va avoir la nôtre. Je pense que Spotify a aussi la sienne, et Apple aussi, etc. Oui. Mais la logique voudrait qu'il y ait un outil, une espèce de référence. De référence. Ouais. Bon, après, faut se mettre d'accord, c'est toujours compliqué, mais ça serait mieux. Ouais. Et alors, il y a l'IA pour fabriquer les morceaux. On parle aussi d'IA, ou en tout cas de triche sur les écoutes. Est-ce que vous avez ça? Alors vous, c'est peut-être un peu différent parce qu'il n'y a pas de modèle gratuit. Triche sur les écoutes, vous voulez dire des faux streams pour générer de... Ouais. Alors ça, vous avez des faux labels qui se créent pour générer du stream et prendre une partie du pot que l'on verse au label et avoir une partie de la rémunération. Ouais. Bah ça, nous, déjà, la fraude, en amont de l'IA, le problème, c'est la fraude. Mais là, on voit, vous savez, quand il y a des acteurs, on voit des gens qui sont dans des pays où on n'est pas, ou des comportements anormaux, sur des titres qui sortent de nulle part. Ouais. Donc là, on a tout un système de détection, déjà d'élimination de la fraude qui inclut l'IA. Il n'y a pas que des fraudeurs avec l'IA, il y a des fraudeurs classiques, je dirais, bien sûr. Qui essayent, des robots pour générer du stream, etc., etc. C'est une lutte permanente. On l'a connu, encore un parallèle avec le jeu vidéo. Moi, je sais, il y a déjà 35 ans, c'était la même histoire. On avait des gars qui étaient dans des paradis fiscaux, des machins. Enfin, il y avait les deux îles, Ceuta et entre l'Espagne et le Maroc. Je me rappelle, sur PlayStation, on avait des soucis avec de Gugus qui arrêtaient pas de pirater, mais c'est une course. Vous arrivez à rattraper techniquement en 3-4 mois et ils vous retrouvent un autre truc, etc., etc. C'est une lutte permanente, la piraterie. Ouais. Ça fait 35 mois, j'ai déjà vu dans le jeu vidéo, puis je pense que ça continue. C'est pas grave, mais il faut jamais s'arrêter. Faut jamais s'arrêter. Vous êtes toujours en train de contrer. Ok. Et sur l'IA, est-ce que vous l'utilisez, vous, chez Cobuzz? Alors, nous, en interne, alors, pour les équipes, pour la productivité des équipes, on a des plans de formation sur tous les sujets. Oui, on essaie, mais pour améliorer la productivité, l'efficacité, bien sûr. Parce que c'est un outil fantastique quand même. Hein. Ce matin, je faisais encore une petite réunion avec ma RH. Nous, on utilise la Gemini 3. Ouais. Le compte rendu, c'est bluffant, quoi. Bluffant. Il n'y a pas une erreur, c'est bien structuré. C'est magique. Là, du coup, vous n'avez pas besoin de dire, tiens, faut que je fasse ma note. Vous en avez pour une demi-heure derrière pour savoir. Vous mettez ça dans votre cahier. Après, vous en avez 20 ou 30. Là, vous avez votre truc. Mettez dans un coin. Et hop. C'est quand même top. Donc, oui, en interne, mais on l'utilise pas pour la partie musicale pure, pour créer des playlists, etc., etc. C'est vraiment outil interne de productivité. Sur la recommandation, il n'y a rien. La reco, ce qu'on appelle le search, parce que là, vous avez besoin de l'outil pour trier, etc. Mais tout ce qu'on va mettre sous le nez de l'abonné, il n'y aura pas d'IA. C'est-à-dire que nous, on élimine les musiques IA. On les met pas dans les playlists, on les met pas. On a des outils pour faire découvrir la musique. Hein, vous savez, on appelle ça Cobuzzissime. Nous, on essaye de prendre des chemins de traverse. Un humain, c'est-à-dire notre équipe musique, notre rédacteur en chef, Marc Zisman, va sélectionner des artistes en devenir qu'on pense qu'il faut écouter, qu'il faut découvrir. C'est ce qu'on essaye de faire, mais c'est fait par de l'humain. On va pas vous dire, tiens, l'IA a sélectionné tel truc. Ouais, c'est ce qui marche en ce moment, machin, etc. Quoi. C'est ces chemins. Puis nous, on cherche à sortir des sentiers battus. Oui. Alors évidemment, quand vous avez une méga star qui sort quelque chose, je vais pas vous dire si Taylor Swift sort un album, on va pas ignorer Taylor Swift, évidemment. Mais vous aurez toujours la semaine de sortie une proposition d'un artiste différent que vous n'avez probablement jamais entendu et qui va exciter votre curiosité. C'est notre job. Et alors ça, d'un point de vue UX, ça se trouve où? C'est quand on lance l'application, on arrive sur la home et on a ça. Est-ce qu'il y a différentes manières d'arriver à sa musique? Oui, alors maintenant, on est en train de, pour ce qu'on appelle la recherche, là, donc ce que vous dites à la Roku, un truc qui s'appelle For You. C'est-à-dire qu'on va, en fonction de vos écoutes, etc., vous orienter dans une direction. Parce que avec cette cible qui s'est rajeunie pour nous récemment, évidemment, on a quand même des gens qui ont d'autres attentes que les attentes traditionnelles de notre cible plus âgée, etc. Pointu, peut-être hyper et puis c'est un problème l'écoute. Au-delà de tout ça, c'est que quand vous avez un produit, vous voulez voir ce qui vous intéresse. Donc notre travail, c'est d'affiner tout ça au niveau de la recherche et de vous mettre sous les yeux ce que vous avez envie de voir et d'entendre. Ça doit être des discussions intéressantes parce qu'il doit y avoir, j'imagine, entre l'envie d'être
peut-être pas d'être mainstream, mais d'écouter cette nouvelle génération, les usages, etc. Et puis de l'autre côté, un peu le côté résistant, oui, mais on s'adresse aux audiophiles, on doit être dans la découverte on a notre philosophie, évidemment, c'est de l'humain, donc il y a de l'erreur, ou ça ne plaît pas à tout le monde, etc. Mais c'est le propre de l'humain, c'est que on est tous différents, et heureusement d'ailleurs. Mais il faut qu'on arrive à vous proposer ce qui va plus ou moins vous plaire. Et puis, on met en avant via Cobuzissime, c'est vrai qu'on élit chaque mois un album ou un artiste qui sort du lot, mais qui est différent, quoi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir 100 millions de chansons, une offre énorme, mais comment vous émergez quand vous êtes un nouvel artiste? C'est quand même. En tout cas, souvent, ça se passe en dehors sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, c'est très dur d'émerger sur une plateforme. Ça vient de manière différente. Ouais. Donc, nous, on essaye de faire ce travail, mais bon, c'est de l'artisanat. Nous sommes des artisans de la musique. Ouais. On n'est pas les supermarchés. J'aime bien la formule. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, les artisans de la musique, avec quand même une belle technologie derrière. Ouais. Et notamment, on l'a beaucoup évoqué, j'aimerais qu'on vienne un peu dessus, un angle qui est vraiment la qualité sonore. La haute qualité, donc c'est au cœur un peu de l'offre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les différences? Parce que, bon, on sait qu'il y avait la qualité CD, que c'est un peu moins bien sur les plateformes, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu amélioré, que sur Spotify, on peut cocher haute qualité. C'est quoi la haute qualité réellement? Si les artistes professionnels enregistrent leur musique en haute résolution, après il y a différents niveaux, c'est jusqu'à 192 kHz, et il y a une raison. Sinon, ils s'embêteraient pas, ils feraient du MP3. Et la première qualité du MP3. Donc si un artiste, lui, vous savez, il y a plein de petits sons à capter. Il y a tout un travail quand il y a plein d'instruments, etc. Il y a une sophistication de la création musicale. Garder la haute qualité, c'est d'aller vers c'est de reproduire finalement l'expérience que l'artiste veut donner au client final. Si vous n'êtes pas dans la meilleure qualité, vous dégradez. Donc tout ce travail de fond qui est fait par l'artiste, oui, évidemment. Donc il manque ce petit son à droite à gauche, etc. C'est comme livrer un travail qui est pas complètement fini. Maintenant, si vous êtes dans un milieu, si vous êtes en soirée et qu'il y a du boucan partout, évidemment, MP3, ça braille, vous avez 2-3 verres dans le nez, c'est pas besoin d'être en ARS. C'est ce que c'est que la jeunesse, c'est tant mieux, c'est bien. Mais si vous êtes chez vous, si vous êtes avec un matériel, en mobilité, avec un bon casque, alors voilà, les contraintes, par exemple, vous avez un casque, il vous faut un fil. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en Bluetooth, vous perdez la qualité. Voilà, Bluetooth, aujourd'hui. Un bon petit casque avec ce qu'on appelle, entre votre mobile, votre téléphone et le casque, un DAC, Digital Audio Converter, pour garder la qualité. C'est un tout petit appareil de quelques centimètres. Et là, vous êtes en ARS, même en mobilité. Chez vous, pareil, vous avez votre chaîne Hi-Fi, etc. C'est pareil, il faut bien mettre vos enceintes, etc. Si vous êtes un furieux de la qualité. Mais même sans ça, déjà... alors après aussi, l'enregistrement ARS, il faut qu'il soit au top, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le studio? Quelle a été la qualité de l'enregistrement? La source même. Master, c'est ce qu'on appelle la bande. Donc on peut des fois avoir des titres, même en ARS, qui n'ont pas la qualité optimale en ARS. Et toutes les maisons de disques, c'est simple de récupérer en haute résolution tout... Maintenant, il y a tout ce qui est nouveauté, ça sort assez en haute résolution. Le problème, c'est le back catalogue. Les anciens artistes, si vous voulez, économiquement, ça fait les maisons de disques, elles sont pas là pour perdre de l'argent. Si l'artiste est ancien, même s'il est intéressant, mais un peu marginal, on va pas lui remixer tout ça en haute résolution. C'est le traitement du back catalogue. C'est l'offre et la demande, un peu, quelque part. In fine, oui. C'est un problème économique. Et vous avez sorti Qobuz Connect. Et donc justement, ça, tu peux en parler, ça permet de bénéficier un peu de cette haute résolution quand on a le bon matériel, évidemment. Voilà, c'est en fait, qu'est-ce que c'est les fabricants de matériel, quand on a une chaîne Hi-Fi, etc., avaient développé leur propre software, logiciel pour ingérer la musique et l'écouter. Mais cette expérience n'était pas égale. Suivant le matériel, ils n'avaient pas tous la même qualité de soft. Et l'expérience était partielle. C'est-à-dire, par exemple, les 700 000 articles dont je pense, vous aviez pas accès, par exemple. Les playlists, les gestions de playlists étaient aléatoires. Là, c'est la transparence. Qobuz Connect, quel que soit le matériel, où vous soyez, vous avez accès à 100% d'expérience Qobuz. Transparent. Dans la meilleure qualité.
avec tout le contenu. Et donc vous là, l'enjeu c'est que les fabricants de matériel intègrent Qobuz Connect comme ils intègrent Spotify Connect. On a lancé ça l'année dernière au mois de mai, un salon qui s'appelle High End à Munich, un salon de la hi-fi justement où on voit tous les matériels haut de gamme. Il y a des trucs de fou. Oui, c'est un univers qu'on connaît mal, mais avec des fois des budgets hallucinants. On sort de là, on a envie de tout changer, de tout acheter, quoi. Mais bon, il faut un peu. Ça fait mal au portefeuille. Mais c'est là où vraiment on apprécie la qualité sonore. Là. On se dit, mais où on peut se rendre compte. Là, on se rend vraiment compte de ce que c'est. Ouais, c'est absolument énorme. Donc sorti en mai dernier et sorti en mai dernier. Et j'étais même étonné, on avait déjà quasiment une 50aine de marques qui étaient on board, qui nous suivaient. Là, on a passé les 100 marques à fin décembre. Et ça continue, donc l'industrie nous suit. Et donc c'est des marques de matériel comme toutes les grandes marques. J'avais vu Sonos notamment Alors on n'a pas Sonos, non. Mais je suis quasiment sûr d'avoir lu. Non, on n'a pas Sonos. Sur Qobuz Connect. Non. Qobuz Connect. Je regarde en même temps, ce qui m'avait semblé voir ça, parce que là, dans justement l'imaginaire des gens, c'est ce genre de matériel un petit peu. Alors, je vais pas. Non, mais Sonos, c'est une très belle marque, mais si vous avez la qualité qualité CD sur Sonos, et là, il reste, si vous voulez. Tu vois. Par exemple, en France, vous avez des marques comme Focal. Vous voyez, c'est très beau matériel. Là, vous allez avoir nos amis de Vialet, pardon. Comment puis-je oublier le nom de Vialet qui va arriver. Ok, donc ça. Il y a Bank Olufsen qui va arriver. D'accord, donc c'est quand même des belles marques. Puis sinon, vous avez Bowers Wilkins, etc. Enfin, toutes les grandes marques de hi-fi sont derrière nous à peu près. Sauf une ou deux. Sonos, bon, on discute avec eux, mais ils ont leur propre stratégie. Ouais. Je pense qu'ils y viendront, mais c'est pas aujourd'hui c'est pas aussi facile qu'avec d'autres marques. Mais là, je vous ai dit, on a plus d'une centaine, ça nous va. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et je reviens quand même une seconde sur les artistes, etc. Dans la conversation que j'avais eue avec Alexis de Deezer, c'était sur les artistes, grosso modo, en fait, on se plug à des catalogues et en fait, tout le monde a un peu plus ou moins les mêmes catalogues. Est-ce que c'est le cas? On retrouve en grande majorité les mêmes artistes sur Qobuz que sur d'autres. Je pense. Alors après, on peut toujours chercher dans les angles, etc. Mais de toute façon, il faut déjà savoir que sur 100 millions de tracks, de pistes, de chansons, une grosse vingtaine de millions sont écoutés. 80 millions à peu près ne sont quasiment jamais écoutés. Donc c'est très restreint sur la loi de Pareto. 20 millions, c'est énorme. Ouais. Mais il y en a 80 millions qui sont quasiment pas écoutés. Ouais. Donc à peu près, oui, on retrouve. Nous, on négocie avec partout où on est. D'ailleurs, on localise, c'est-à-dire quand on va au Brésil, on veut de la samba, etc. Faut accrocher des petits labels locaux. C'est compliqué souvent. Ils sont. J'imagine parce qu'il faut des gens sur place. Pas forcément. Oui. On a des gens sur place, mais on négocie nous d'ici. Après, on bouge évidemment, mais on va chercher les labels locaux parce que la musique c'est local. On le sait bien en France, mais c'est un peu partout pareil. Ouais. Alors évidemment, suivant les marchés, la musique anglo-saxonne est plus ou moins forte. Mais enfin bon, quand vous allez au Japon, eux, ils veulent de la J-pop, ils veulent des animés, ils veulent des musiques de jeux vidéo. Ouais. Bon, c'est un peu moins prégnant chez nous, si vous voulez. Ouais, donc il faut localiser. Il faut coller aux marchés locaux. Et la localisation est importante, même si le cœur de la musique anglo-saxonne est toujours là, souvent. Ouais, c'est une espèce de base, on va dire. Ouais. Plus le classique, le jazz. Plus le classique, le jazz, qui sont pas des catégories qui sont beaucoup supportées par l'industrie, je dirais. Nous, on essaye de faire notre travail. Ouais. De mettre en avant le classique, le jazz. Est-ce que là-dessus, est-ce que les écoutes de classique et de jazz globalement augmentent dans le monde ou baissent? Non, ça ne monte pas. Chez nous, c'est à peu près stable. Ce sont des micro-marchés en termes de business. Donc ça n'intéresse pas beaucoup de monde, ça génère pas. Si on parlait de Taylor Swift, quoi. Oui, ça n'a rien à voir. Donc malheureusement, entre guillemets, c'est victime du business model, quoi. Ouais. Mais nous, on pousse à fond. On est derrière. J'ai bien vu. Je reviens sur l'internationalisation. Donc, tu parlais du Japon, là, justement, il y a une minute. C'est donc, je trouve ça a un peu marqué les esprits. Et pourquoi ce marché-là? Et c'est quoi la stratégie derrière d'internationalisation de Qobuz? Comment vous décidez les pays? Et c'est quoi, est-ce que vous voulez être partout au final? Alors, pourquoi le Japon déjà donc ouvert en octobre? En fait, on a racheté une société il y a déjà 4 ans qui s'appelle Onkyo.
Onkyo, les fabricants de hi-fi haut de gamme, des beaux appareils qui étaient en difficulté, mais qui avaient un service de téléchargement en haute résolution. D'accord. Une petite équipe et qui avait déjà les contrats avec les labels. Le site était en japonais, donc eux, ils étaient un peu en difficulté. Puis les fabricants de hardware, le soft, c'est pas leur métier. Non. Donc ils voulaient s'en débarrasser. On a racheté ça. Ça nous a servi de tremplin pour mettre en place le streaming. Ça nous a pris 3 ans parce qu'on n'était pas forcément attendu. J'imagine. Mais on y est arrivé et ça se passe plutôt pas mal, en tout cas bien mieux que d'autres acteurs intermédiaires. Donc on est très content. La stratégie derrière tout ça, c'est d'être présent sur tous les continents. Donc avant 2019, on était en Europe de l'Ouest. Février 2019, les US. Après, on a ouvert les pays nordiques, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Après, on a ouvert quelques pays au Latam, en Amérique latine, Brésil, Mexique, Argentine, Chili, Colombie. On a ouvert au Canada il y a 2 ans. Et donc, aujourd'hui, on est dans 26 pays. Okay. Mais sur tous les continents, il nous manque plus que le Moyen-Orient et l'Afrique. Ouais. Mais le marché est en devenir, il n'y a pas de pouvoir d'achat encore suffisant. Ouais. Mais il faudrait qu'on y mette les pieds un de ces jours, mais c'est pas l'urgence absolue. Après, vous avez d'autres marchés comme l'Inde où il faudra être à un moment, mais c'est encore tôt. Et en tout cas, nous, qu'est-ce qui est derrière tout ça? On a ouvert que dans 26 pays. On aurait pu ouvrir dans 180 comme l'ont fait certains acteurs. Oui. Mais nous, on essaie d'ouvrir maintenant dans la langue locale. Oui, c'est ce que tu disais, avec une vraie... La qualité, mais c'est pas la traduction, c'est la localisation. Localisation, notre contenu, nos articles. On a des journalistes, une vingtaine de journalistes qui écrivent dans les 7 langues aujourd'hui que l'on a. Donc il y a tout un travail de traduction, localisation qu'on veut faire. On retrouve des vrais articles sur nos articles, les artistes locaux. Voilà, on veut vraiment avoir une démarche qualitative partout. Et avec 26 pays, aujourd'hui, on couvre 84% du potentiel du marché mondial. Il nous manque évidemment des gros pays comme la Chine. C'est très compliqué d'entrer, mais on a un partenaire aujourd'hui et on travaille. Vous y travaillez. Pour à terme, peut-être qu'on n'y arrivera pas parce que personne n'y est arrivé. Il n'y a qu'Apple qui a réussi à mettre les pieds pour d'autres raisons. Oui, d'autres enjeux. Mais personne n'y est, donc ça serait bien qu'on y soit aussi. Et la Corée du Sud, mais qui est un marché très fermé. Si on additionnait nos 26 pays plus ces 2 pays, on serait à plus de 95%. Donc ça va. Ouais. On n'a pas besoin, il n'y a pas en termes de présence géographique, on est pas mal. Ouais. On arrive à garder un ADN français, européen, quand on est dans 26 pays, avec 7 langues, des journalistes qui traitent un peu. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je veux pas trop qu'on soit français. Je veux qu'on soit locaux, c'est-à-dire quand on est dans un pays, je veux qu'on soit perçu comme un local, un acteur local. Il faut qu'on colle à la réalité du pays, les attentes d'un Allemand, il n'attend pas que ce soit un Français qui lui dise comment ça se passe en France. Il veut de la musique locale, le Brésil, le Mexique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon. Il y a des attentes qui sont différenciées. Et il faut coller au marché. Justement, il ne faut pas qu'on soit trop français, franchouillard dans notre analyse. Il faut qu'on ait cette capacité à s'adapter, mais on a des gens, on est une boîte très internationale. On est une vraie petite boîte internationale. On fait il y a des la bureaux, France. vous avez des bureaux dans tous les pays dans lesquels vous êtes présents? Non, on n'a pas les moyens, mais on est à New York. On a une belle équipe à New York. On est à Tokyo. Après, on a des petites équipes en Italie, en Espagne, on a des merchandisers au Brésil, dans les pays nordiques, en Australie, en Angleterre, on est en Allemagne. On a 1, 2, 3 personnes. Mais on a 2 beaux bureaux, un à New York et un à Tokyo. Là, fonction de la croissance, après, on staffera. Mais, bien sûr. Mais à Paris, on a des gens qui sont... on a je sais pas combien de nationalités, mais on a un peu de... On a un Chinois, on a des Allemands, on a un peu de tout. Anglais... C'est ça. Donc, essayer de rester un esprit un peu local, mais dans un contexte un peu international. Oui, il faut, si vous voulez conquérir les marchés internationaux, il faut s'adapter au marché. Il faut pas faire du français aux 4 coins du monde. C'est pas ce qui est attendu. Si vous voulez. Ah non. C'est bien d'être en France et de bien coller à la réalité avec la musique française, etc. On aide à exporter la musique française. On aide les artistes français à se vendre au-delà des frontières, parce que on adresse quand même une belle clientèle, mais il faut coller aux attentes des marchés. D'ailleurs, la France, maintenant, moi, quand je suis arrivé, elle faisait 60% du chiffre, un peu comme Deezer. Deezer, aujourd'hui, c'est 57-58%, c'est la France, et le reste, c'est le Brésil, 80% sur 2 pays. Nous, la France, c'est aujourd'hui 17-18%. C'est bien. Mais il faut que ça baisse encore.
Mais oui, non, mais c'est pas. Non, mais bien sûr. Mais le marché français, il faut qu'on croisse dans le marché français, mais il faut qu'on croisse plus vite encore ailleurs, plus vite et plus fort parce ailleurs. que la France, c'est 3-4% du marché mondial. Oui, donc en fait, Donc, c'est important, c'est un beau marché, mais idéalement, vous seriez à 3-4%, quoi. L'idéal, si vous Si t'es vraiment bon. faites le mapping du marché mondial, les US qui font plus de 40% déjà du marché. Sur le streaming par abonnement. Marché du streaming par abonnement, 40%, c'est les US. De toute façon, mais même globalement sur le marché de la musique, sont les Le US Japon, c'est combien? À peu près, hein, je sais pas si tu connais, je sais le pas clair, mais... Japon, alors attendez, si on parle le marché global, c'est 2,5 milliards, ça doit être 10-12%, je pense. Ouais, donc c'est quand même un gros marché aussi. Hein. Ouais, c'est gros. Mais ce qui est intéressant, le Japon, c'est que c'est un marché qui est encore dominé par le physique. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le time to market, c'est de rentrer au bon moment sur un marché. Donc, c'est idéal. Là, c'est bien qu'on ait pu racheter cette boîte, même si on a mis 3 ans. Le timing est bon parce que le marché n'a pas encore tourné sur le stream. Streaming est en phase. Vous seriez arrivé trop tôt si vous y étiez lancé. Oui, mais c'est important le time to market aussi. C'est fondamental d'arriver au bon moment. Ouais. Vous pouvez faire un travail de fond, avoir la bonne idée. Si le marché n'est pas encore là, voilà. Et puis après, il faut être patient. Il faut y aller progressivement. Exactement. Qu'est-ce qui fera la différence entre Qobuz et les géants du streaming dans les années à venir? Est-ce que c'est plus la technologie ou le sens qu'on redonne Non, c'est l'expérience différente tirée vers la qualité, que ce soit dans l'écoute ou en dehors de ce qu'on écrit, de la façon dont on l'écrit, et puis les valeurs. On a des valeurs. Les artistes, la rémunération, c'est un sujet sensible. Il faut qu'on soit clean là-dessus, autant qu'on puisse l'être. Et les autres valeurs dont je vous parlais, ça va au-delà. On est une boîte à part. C'est family owned. C'est pas un truc qui est coté en bourse pour ressortir un rendement phénoménal ou qui est poussé pour dépenser un argent stratosphérique et puis rien ne va. Après, on coupe tout, on licencie les gens quand tout va bien. Ouais. Les acteurs, vous voyez, des grandes multinationales, on l'a vu, que les chiffres sont bons et des grands plans. Les chiffres sont super, et puis vous balancez 25% de vos effectifs. Donc les gars, vous avez travaillé 10 ans pendant une société, vous êtes super géniaux, mais c'est rien contre vous personnellement, mais il faut prendre la porte maintenant que ça marche parce qu'on veut gagner un peu plus d'argent. Chez nous, ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de licenciement, alors sauf si on est évidemment au bord de la faillite, bien sûr. Mais si la société va bien, on ne licencie pas. Mais on est prudent dans les embauches aussi. On fait pas n'importe quoi, on met pas des grands coups de barre à gauche, barre à droite. Voilà, c'est une mode. Et aussi cette philosophie en arrière-plan. Si un jour vous travaillez chez nous, vous serez actionnaire de la société. C'est un autre partage de la valeur. C'est un gros discours aujourd'hui. Non, mais c'est des valeurs qui résonnent vachement. Les jeunes ne sont pas fidèles aux sociétés, ils s'y retrouvent pas. Il faut peut-être se poser la question du mode de management aussi. Ce management anglo-saxon tourné vers l'actionnaire, le rendement stratosphérique. Voilà, bon, c'est un truc qui marche. Aux US, ça marche, il marche comme ça. Vous prenez des boîtes, vous balancez de l'argent, vous en avez 100. Les fonds d'investissement, c'est ça. Vous mettez dans 100 sociétés, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, évidemment, un panachage. Vous savez qu'il y en a 90% qui vont mourir, il y en a quelques-unes qui vont fonctionner à peu près, puis il y en a une qui va rembourser pour le tout. Bon, c'est un mode de fonctionnement. Après, il faut que les employés suivent. Alors là-bas, il y a une flexibilité du marché qui fait que vous pouvez retrouver du travail, mais ça reste compliqué quand même. Oui, il y en a plein qui, mais chez nous, on n'est pas du tout dans ces modes de fonctionnement. Et les attentes, on le voit bien, aujourd'hui, des nouvelles générations, ce ne sont pas celles-là. Donc chez nous, vous vous retrouvez dans un cadre avec des valeurs auxquelles on est attaché et qui sont différentes de tous les autres acteurs. Vous leur parlez à vos abonnés. Alors, ce qui est marrant, c'est que je me suis abonné au subreddit Qobuz. Alors, je sais pas si tu vois Reddit. Oui, je connais Reddit, voilà. mais je vais pas souvent. Eh ben, tu devrais, parce que c'est assez fou, la communauté Qobuz. Les gens sont passionnés. J'ai remonté par les équipes. J'ai un peu halluciné. Tu sens vraiment un attachement à la marque et à l'entreprise. Et c'est international, hein, donc Reddit. C'est absolument pas que des Français. Et tout est en anglais, en l'occurrence, dans ces discussions. J'étais assez étonné, mais est-ce que vous avez prévu des choses pour la communauté ou des rencontres ou qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens se parlent et que ce soit pas trop top-down? On a créé un club maintenant justement pour que nos abonnés les plus motivés se parlent entre eux, échangent, etc. Donc ça fait 3 ans qu'on a créé ça. Là, on approche maintenant une communauté qui commence à ressembler à quelque chose, plusieurs dizaines de milliers de membres, et on travaille sur l'animation. Maintenant, c'est clair qu'il faut à terme peut-être proposer des conférences avec des musiciens, parler de musique, des instruments, enfin de l'univers de la musique, etc. L'animer cette communauté, oui, on est en plein dedans, et la progression se fait bien. On a à peu près 20% des abonnés qui basculent sur le club. Donc c'est une option
payante? Non, c'est juste non, quand on est abonné, on peut accéder au club. Et puis là, on se retrouve avec des aficionados. Tu vois, est-ce que eux sont demain des prescripteurs, etc. Puis surtout, vous avez accès quand même à pas mal d'événements, à des producteurs. Non, mais c'est sûr que nous, on compte sur ces gens qui croient en nous, qui sont proches de nous, pour porter la bonne parole autour d'eux. Hein. Ce sont des ambassadeurs, mais c'est des membres de la communauté Cobuzz. Si on pouvait tous les mettre au bureau, ils viendraient au bureau pour être avec nous. C'est notre famille, ça fait partie du cœur de la société. Et de l'événementiel? L'événementiel, c'est toujours pareil, on n'a pas énormément de moyens. Ouais, là, ça va pas tarder, là maintenant, on va commencer à avoir des moyens, je pense qu'on pourra être visible un peu plus du grand public. Je pense que c'est intéressant, tu vois, j'avais Adrien Chabal, salons, le DG d'Allociné, et en fait, sur cette notion de club, faire des avant-premières, rencontrer oui. Mais donc, on fait ça, tu on fait vois, déjà des sessions d'écoute. avoir un festival, après on peut rêver et faire plein de choses, hein, bien sûr, mais il y a quand même un intérêt un peu à s'associer. On est partenaire, là cette année, on est partenaire du Hellfest. Ouais, c'est pas mal ça, Hellfest. Un petit salon quand même, ouais. un petit festival. Un petit festival. Ouais. Mais sinon, on est partenaire de plein de festivals de jazz, musique classique, etc. Là, avec le développement de la société, on commence à avoir une taille qui va nous permettre petit à petit de prendre de l'ampleur sur ces événements. Un peu d'opération marketing, mais nous, un peu plus de visibilité. Non, mais on a survécu. Bien sûr, parce qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Ou alors, faut lever, c'est des capitaux, mais sinon un autre. J'ai travaillé chez PlayStation, on y allait à coût de centaines de millions par an sur le marketing. Ouais. Là, vous vous retrouvez dans une boîte où il y a 2 francs 6 sous et il faut faire avec. Mais c'est une expérience extrêmement enrichissante. Parce que ça, c'est le grand écart. Et vous voyez qu'il faut travailler différemment et être extrêmement efficace. Vous êtes obligé de tout mesurer, de faire gaffe, de dépenser un petit peu. Chaque euro dépensé. Et c'est pas mal. Parce que ça oblige à une rigueur. Quand on a beaucoup d'argent, on peut en balancer et souvent, enfin, je sais plus qui disait ça, dans le marketing, j'en jette 50% par la fenêtre, mais je sais pas lesquels. Ouais. Mais il y en a 50% qui sont efficaces. Non, oui, toi, t'as besoin de ROI, t'as besoin de nous, savoir on est quand tu mets je peux pas me permettre de dire, il y en a 50% qui sont jetés par la fenêtre. C'est pour la notoriété. Ouais. Non, mais évidemment, plus vous allez grossir, plus vous pourrez vous permettre de faire des choses qui ont du sens, mais de sortir un peu. Mais on veut pas perdre notre âme, on veut rester quand même à part. Ouais, ça je l'ai bien compris. Georges, on arrive au bout de cet épisode, que j'ai plus là des questions de conclusion et un peu plus légères, on va dire. Est-ce que, je sais pas si t'écoutes beaucoup de musique par ailleurs, etc. J'écoute, mais je suis pas un hyper spécialiste. Quand les gens qu'on a dans la société... ça doit rendre humble un peu... Ouais, non, mais c'était savoir s'il y a un album qui peut prendre toute sa dimension en haute qualité, puisque c'est quand même quelque chose que vous mettez vraiment en avant. Est-ce qu'il y a des choses où tu dis, là, en l'écoutant en haute qualité, là, tu il y a découvres. Les grands classiques, je parlais, c'est typique de notre clientèle, mais le Dark Side of the Moon de Pink Floyd, en plus, on voit bien l'intro avec ses bruits. Très léger. Là, ça révèle toute la profondeur de la qualité de l'album. Hein. Bon, par exemple. Mais nous, on propose des playlists pour choisir ses enceintes. Où là, on sélectionne justement des titres. On fait des playlists pour mettre en avant la qualité. D'accord, ça c'est intéressant. Et reconnaître la qualité du matériel. Donc, c'est des playlists qui sont dédiées pour découvrir vos enceintes. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ça accompagne, c'est assez vertueux quelque part. La nature de notre job, c'est d'aider nos abonnés à avoir une expérience la plus qualitative possible. Donc là, on leur met en avant le matériel, mais nous, on n'a pas de lien avec les fabricants. Non, bien sûr. Pas le matériel. On met en avant la qualité musicale. Après, sur des morceaux qui vraiment particulièrement bien illustrent bien. On teste tous les matériels. Ah oui. On fait du test matériel. D'ailleurs, c'est très très lu. Test du FI qualité haut de gamme. D'accord. À tous les prix. Quand on dit haut de gamme, etc., le matériel, ça, c'est pas... évidemment, quand vous allez à un Munich, là, je voyais des mises en place à 2 millions d'euros. C'est stratosphérique. Ouais, c'est pour les ultra riches. Déjà les casques, un casque pour avoir de la qualité à 150 euros, vous en trouvez. Ouais. Et puis un petit DAC à 50 euros. Voilà, 200 euros, vous avez la top qualité avec votre casque. Ouais. Les amplis, etc. Déjà 1000 euros, 1500, vous avez un très beau truc. Ouais. Hein. C'est pas non plus, tout n'est pas dans la stratosphère pour avoir la qualité. Mais là, c'est autre chose. Est-ce qu'une idée reçue sur le streaming que tu aimerais déconstruire? Je me rappelle, on avait fait une conférence dans les locaux de France Inter et on remettait en cause la qualité du streaming. C'est-à-dire, les puristes disaient oui, non, mais à la limite c'est vrai, il faut le master.
Ouais. etc. Mais la qualité délivrée par le streaming aujourd'hui est quand même au top en iRes. Bon alors évidemment si vous avez le master, vous avez tout l'appareil qui va bien, avec, qui est voilà, sur lequel c'est enregistré. Vous voyez ce que je veux dire, Ouais. il n'y en a pas dans tous les coins de rue. Non. Et puis avec un matériel très haut de gamme, là évidemment vous êtes comme dans le studio d'enregistrement en tant que tel. Mais en dehors de ça, on a une qualité qui est quand même On peut en extraordinaire. streaming avoir des qualités Oui, où et je pense à que ça l'oreille progresse, humaine ouais. on... Et je pense que le hardware va progresser et donc on va améliorer encore tout ça. Ok. Dernière question qui est vraiment plus le gimmick de Mediarama. Est-ce que tu as un truc cool à nous recommander ou à nous partager? Truc cool. Non, ce qui est cool, c'est moi, j'ai parlé à nos abonnés. Je pense qu'on a fait des trucs cool, quoi. Le Cobuzz Connect, CarPlay qu'on vient de redesigner complètement. J'ai vu ça. J'ai vu un article de iGen. Super. A priori, feedback. est très très bien. Ouais, hyper top. Et là, un truc cool qui va arriver, on va vous mettre les paroles, les lyrics. Sur la voiture ou sur l'application? Sur l'appli, vous aurez les paroles sur toutes les chansons. Ça, c'est très très bien. Voilà, ça fait 3 trucs cool qu'on a. Mais les paroles, c'est vrai. Alors, je dis ça un peu rigolo, c'est très perso, mais tu sais, avec ma fille notamment, on fait des soirées karaoké, etc. Et les paroles, c'est vraiment un truc qui a une super fonctionnalité. Donc ça, je pense les équipes produits chez nous et la tech a fait du bon boulot là, parce que nous, on a en gros 50-60 ingénieurs. Spotify, il y en a 4000. Oui, il faut prioriser un peu les chantiers. J'imagine. Je trouve que le produit qu'on arrive à délivrer a quand même énormément progressé et qu'il est au standard aujourd'hui. Mais la preuve, c'est que ça nous tire. Comme je vous disais, en ce moment, on a une excellente traction, notamment aux US. Quand les US qui faisaient 40% du marché, chez nous, ça vient de passer les 30%. Donc pénétrer aux US... À notre échelle, hein, évidemment. Bien sûr. Faire plus de 30% de son business aux US quand on est une toute petite boîte française comme ça, c'est un sacré challenge. Ouais. Et ça, je crois que c'est une très très grande satisfaction et félicitations aux équipes parce que c'est un super achievement que les autres n'ont pas. Oui, puis c'est quand même là-bas que est produit grande majorité de la musique qui est écoutée. Alors je veux pas dire conneries, mais l'entertainment, exactement. C'est aux US, c'est là-bas que ça se passe. Voilà. Les films, les jeux vidéo, la musique. Si vous allez à Los Angeles ou dans ces coins, ça respire quand même. Ouais. Aucun rapport. Qu'est-ce que devient Tidal ou Tidal, je sais, qui était un service lancé puisqu'on parlait des États-Unis, donc ça m'a fait penser. Je sais qu'il y avait Jay-Z dans le projet. Je sais pas qui avait d'autres. Il a revendu à Jack Dorsey. À Jack Dorsey, qui est le fondateur de Twitter. Et qui était aussi Tidal sur un concept de pareil en frontal, de haute qualité, ouais. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils ont été rachetés. Ouais. On les voit un peu moins. Moi, je pense personnellement que c'est en train de devenir un service pour les artistes qui veulent vendre leur musique en direct à terme. Ok. C'est une plateforme qui va leur servir pour vendre leurs tickets, vendre leur merchandising, etc. Je les sens beaucoup moins présents sur le modèle sur lequel on est. Ok. Intéressant. Je sais qu'ils ont arrêté tout. Ils faisaient aussi de l'éditorial, là, donc ils ont arrêté. On les sent moins dans les salons, on les voit pas. Ok. Je pense qu'ils sont en train de faire un pivot sur traverse. Bon, ils étaient plus. D'abord, ils faisaient beaucoup de leur business. Eux, par contre, c'est normal, ils sont américains à 75% probablement aux US. Puis sur la musique, plus un peu plus ciblée. Enfin, moins large que nous. À suivre, désolé, j'ai refait une petite... On avait quasiment terminé l'épisode, mais ça me faisait penser... C'était un concurrent direct et c'est vrai qu'on en entend un petit peu moins parler. Merci Georges pour ton temps et puis d'avoir un peu ouvert le capot. Bravo, et puis aussi cette aventure, parce que tu parlais de PlayStation avec les gros moyens. Là, je pense que c'est une aventure presque intrapreneuriale, quoi, dans le sens où c'est t'es avec les à l'opposé. C'est ce qui est excitant. Mais je pense que c'est une belle aventure. Faut venir nous voir, on est une vraie boîte internationale, quoi. C'est ça qui est sympa, on peut en marcher en pleine croissance et puis comme ça de faire revivre une belle petite société française. On a peu de sociétés de taille intermédiaire, d'OTI, etc. Je pense qu'on qui ont une ambition internationale comme ça. Et on l'a fait sans argent public. Ça, c'est pas mal aussi. C'est un peu malheureux, mais personne n'a voulu prendre le risque. BPI, SIC, etc. À chaque fois, on nous a dit gentiment. Je pense qu'ils n'y croyaient pas. Il fallait croire. Vous passiez après 10 heures peut-être. Voilà, il y a 10 heures, qu'est-ce qu'on va s'embêter avec Cobuzz? Et puis de toute façon, ils sont tout petits, ils ont déjà déposé le bilan, ils vont le redéposer, ils vont se planter. Donc on va pas prendre de risques, voilà, etc. Donc on a coûté 0 d'argent public. Voilà, c'est pas mal. Ouais. Bravo. Merci. Et à suivre, on peut tester Cobuzz. Alors je crois qu'on a un mois d'abonnement. On a un mois d'abonnement gratuit quand on teste. Voilà. Il y a des formules. Il y a la formule famille, duo, si vous êtes deux. C'est attractif parce que ça vous met la musique à 10 € chacun.
On a duo, on a famille jusqu'à 6 personnes. Ouais. On a un abonnement solo de base. On a le mixte, donc ce qu'on appelle Sublime. Donc vous avez le streaming. Si vous voulez faire du téléchargement, À 30% vous de payez remise. un peu plus, c'est 50 € de plus et vous avez 30% sur tous vos achats en permanence. Voilà, c'est pas mal. Il faut y aller, il faut démarrer, il faut tester. Il faut aller voir. On a c'est un peu technique, mais quand on vient d'un autre service, on a des Alors, aides d'import. les playlists, oui. C'est un peu un sujet. Souvent, quand tu as bossé des années sur tes playlists, ça te fait un peu chier de les perdre. Ah bah non, mais c'est fondamental de pouvoir transférer ses playlists. Ouais. C'est un des points de clé de ce qu'on appelle le onboarding, de l'acquisition des clients. Il faut que ce soit fluide, simple. On a un système, ce sont une boîte française, ça s'appelle Sandisk, qui marche très bien. Donc c'est très facile, qui est sur un truc, ça transfère tout. Un mois pour tester, voir si on a satisfait. Qobuz.com, Qobuz. Georges. Et dans nos réseaux même de distribution, les magasins de hi-fi spécialisés, c'est 2 mois gratuits. Quand vous voulez acheter du matériel, etc. Ah, ils offrent ces 2 mois. Bon, bah voilà. Si vous voulez renouveler votre matériel, voilà, si vous voulez, profitez-en. allez voir dans un magasin spécialisé, vous aurez même 2 mois. C'est pas mal. Ouais. Ça se prend. Tous les plans sont bons à prendre. Merci encore une fois pour ton temps. Et puis donc on suivra ça. Longue vie à Qobuz, une boîte française. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, c'est fini pour cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Alors 5 étoiles au minimum, bien sûr, et à le partager partout. Et puis si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa, contactez-moi par mail françois@justcosa.com, François sans cédille, @justcosa.com, ça s'écrit JUSTCOSA.com, ou par LinkedIn tout simplement. Je réponds toujours avec plaisir à tous vos messages. Merci et à bientôt.